Hem, donc moi, je suis, juriste en protection des données personnelles, Privacy Success Manager chez Dastra. Lauriane, est-ce que tu veux te présenter peut-être en 2 Oui, mots bah, avant qu'on rapidement, en commence? fait, moi, je suis donc responsable marketing et communication chez Dastra. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essentiellement animer le chat, répondre rapidement à certaines questions ou voilà, vous faire patienter. Et bah, je vous propose qu'on commence. Hem, voilà. Hem, donc le consentement, donc on est sur une des 6 bases légales, de l'article 6 du RGPD, donc avec bien sûr l'obligation légale, le contrat, l'intérêt légitime, la sauvegarde des intérêts vitaux et la mission d'intérêt public. D'ailleurs, je vous invite vraiment tout de suite, enfin ou tout de suite ou, plus tard, hein, mais du coup à vous inscrire d'ores et déjà, aux prochaines sessions. Je pense qu'ils sont disponibles. Ce sera toutes les 2 semaines, donc n'hésitez pas déjà à vous inscrire. On les fera toutes sur le même rythme de 30 minutes. Hem donc le consentement, on est vraiment au cœur du RGPD, hein, parce qu'il incarne en effet, le contrôle de la personne, sur le devenir de ses données. Et là, il faut le rappeler d'ores et déjà, c'est tout l'objectif du RGPD, c'est de redonner à l'individu la maîtrise de ses données. En l'espèce, avec le consentement, on permet aux individus 3 choses. Premièrement, de comprendre, le traitement, qui sera fait, de leurs données. Ça, c'est en application aussi du principe de transparence. Deuxièmement, de choisir sans contrainte, d'accepter ou non le traitement. Et enfin, de changer d'avis librement. Il était déjà inscrit, dans la loi informatique et liberté, dans la LIL, hem, mais il a été renforcé par le RGPD et les conditions de recueil sont précisées. Je vous donne une rapide définition et puis après, on va de qui est fait dans le RGPD, hein, et puis après voilà, je vous ai mis le plan de la session. On va passer en revue les conditions, les critères et puis à petit près on fera un petit focus sur les droits spécifiques. Le consentement, il est défini, dans le RGPD par toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque, par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Les conditions du recueil. Alors, premièrement, est-ce que le consentement, il est obligatoire dans un traitement? La réponse est non. Il ne doit pas être systématiquement recueilli, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une des 6 bases légales. Donc, un responsable de traitement, il peut parfaitement choisir de fonder ses activités sur une autre base légale. Et parfois d'ailleurs, une autre base légale, elle sera beaucoup plus appropriée que le consentement. Hem Et ça, le RGPD, le précise parfaitement. Heu, Par exemple, pour l'exécution d'un contrat, pour des contrats de vente, de location, de travail ou des mesures précontractuelles, on n'est pas obligé, de se baser sur le consentement, parce qu'un texte légal le rend obligatoire. Par exemple, recensement de la population par l'INSEE, registre unique du personnel, l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'autorité publique. Là, on parle de tout ce qui est régalien surtout, hein, on va être sur une constitution de fichier de police, de l'administration fiscale. Dans le cadre de la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne, en cas d'épidémie, situation de catastrophe naturelle, là, bien sûr, le consentement dans ce genre de cas, le consentement n'est absolument pas requis. Et enfin, des exemples en ce qui concerne l'intérêt légitime, on va être sur de la prévention de la fraude, de la sécurité des réseaux, voilà. Là, dans ces cas-là, par exemple, heu, ces bases légales, elles sont beaucoup plus appropriées. Et le consentement, il est pas obligatoire. Mais en dehors de ces cas, bon là c'était que des exemples, hein, mais en dehors de ces cas, du coup, le consentement de la personne, il est obligatoire puisque c'est ce consentement qui va alors conférer au fichier son caractère licite. Hem, En revanche, il va quand même y avoir certaines, situations, où, on sera obligé de recueillir le consentement de la personne. Et c'est quand on va être sur le terrain de la prospection commerciale et par ailleurs aussi lorsque les données concernées,
on est, sur des données sensibles. Là, dans ces 2 cas, on va être, sur, une obligation de recueillir le consentement de la personne. Hem, à ce titre-là, récemment, on a eu une condamnation, je ne sais pas si on a peut-être entendu parler, une condamnation, de l'application de jeux Voodoo par la CNIL, qui utilisait les ID, VF, donc c'est l'Identifier of Vendors, des terminaux à des fins publicitaires et en l'absence de consentement de l'utilisateur. Le, Identifier for Vendor, c'est le terminal Apple, en fait, qui sert à suivre l'activité, des utilisateurs. Hem Donc, dans ce cas-là, enfin après, du coup, voilà, le consentement, il ne sera la base, juridique appropriée, heu, donc que si la personne, dispose d'un choix réel concernant l'acceptation ou le refus des conditions proposées et c'est très important, ce sans subir de préjudice. Précisons également ici, bien sûr, que, il faut que le consentement soit recueilli avant tout traitement. Voilà, avant que le responsable de traitement, ne commence, à traiter la donnée, ça c'est bien évident et effectivement du coup, ça ne dispense pas ce n'est pas parce qu'un responsable de traitement va, recueillir le consentement de la personne que ça le dispense d'informer, la personne concernée. On aura toujours cette obligation, complémentaire d'informer la personne, su que ces données sont collectées. On va passer aux critères du consentement puisque c'est la plus grosse partie. Donc les critères du consentement, on en a 4: libre, éclairé, univoque, spécifique. Je vous les ai mis là sur le diapo et puis on va les passer en revue une à une. Un consentement doit être on dit qu'il est libre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être contraint ni influencé. À ce titre, du coup, le consentement, il peut être considéré, comme libre lorsqu'il peut être retiré à tout moment. Donc la personne, elle doit disposer d'un choix, d'une réelle liberté de choix. Et à ce titre, par exemple, dans ses lignes directrices, le CEPD avait considéré que le caractère libre du consentement, il implique un choix et un contrôle réel pour les personnes concernées. Et je voulais un petit peu expliquer aussi tout à l'heure rapidement, mais la personne, elle doit se voir offrir un choix réel, sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus. Et à ce titre, là, c'est assez important de le rappeler, que le consentement, il ne sera pas présumé, avoir été donné, librement lorsqu'il existe entre la personne concernée, et le responsable de traitement, un lien de subordination ou un rapport de force. Là, on va penser à surtout, 3 situations. Ça va être, par exemple, dans le milieu professionnel entre un salarié et son employeur. Ou lorsque le responsable, c'est 2 situations pardon, dans le milieu professionnel entre un salarié et son employeur ou lorsque le responsable de traitement est une autorité publique. Dans ces cas-là, on va considérer que, voilà, il y a un rapport de force qui est absolument pas équitable et donc le consentement, ce sera pas forcément la base légale appropriée, pour un traitement de données. Bien sûr, on va avoir, des exceptions, à ces principes-là. Mais on aura quand même une présomption de rapport de force et du coup qui, heu, qui fait que, on va considérer que c'est pas forcément la base la plus appropriée. Je pourrais vous donner comme exemple, d'exception parce que je pense que c'est ça un petit peu plus intéressant. Hem, Par exemple, pour l'autorité publique, hem je vois qu'il y a déjà des questions. Je la durée de conservation de la preuve de consentement, là, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais par exemple, pour des imaginons, une mairie fait des travaux de voirie et elle veut informer, les riverains, de l'avancée des travaux, heu, en, heu, en, heu, en collectant, par exemple, l'email des riverains.
Heu, là, du coup, on va considérer qu'il y a enfin, que si la personne refuse, elle a absolument le droit de refuser, hein, mais que dans ce cas-là, du coup, il y aura pas de préjudice de la part de la personne qui va refuser de donner son consentement. Donc du coup, voilà, cette base-là sur cette base-là, une autorité publique en l'occurrence, par exemple, une mairie pourrait, très bien, choisir de baser, par exemple, cette collecte-là d'une adresse email des riverains, sur le consentement. Un consentement, là, je vais passer au consentement, au caractère, spécifique. Xavier, est-ce que vous voulez que je réponde à votre question tout de suite ou est-ce que, est-ce qu'on attend la fin de OK. Donc sur la durée de conservation, alors, c'est là, en fait, qu'il y a aussi, que, le RGPD, en fait, il va imposer beaucoup de choses, mais il ne dit pas forcément comment le faire. En l'occurrence, sur la durée de conservation, du consentement, heu, on considère que, c'est un petit peu, comme enfin, dans toute question juridique, sur les délais, on dit c'est un délai raisonnable. Mais le CEPD à ce titre-là, sur la durée de conservation hem, sur la durée de conservation du consentement, dit que ça doit être renouvelé à intervalles, appropriés, à intervalles, voilà, raisonnables. Donc en gros, faites comme vous voulez. Voilà, ça doit être renouvelé, mais en fait, il y a pas de délai de conservation, du consentement. Mmh, préconisation, je sais pas, ça pourrait être par exemple, en fait, il faut pas que ce soit non plus, trop lourd, pour les entreprises, de devoir, enfin, c'est clair que ce sera pas renouveler, les preuves de consentement à un mois. Ça, je pense que ce sera clairement trop lourd, donc on va plus être peut-être sur, 1 fois par an ou voilà, mais il faut que ce soit renouvelé à des. Par exemple, les cookies dont la durée est supérieure à 1 an. Voilà, moi du coup, 1 fois par an, par exemple. Voilà, vous pouvez le faire, mais en tout cas, le CEPD, en tout cas, sur la durée de conservation du consentement, ne le précise pas forcément. Je vois que le temps tourne un petit peu, donc je vais vite, alors sur le caractère spécifique, un consentement doit correspondre à un seul traitement, dont la finalité a été correctement détaillée et déterminée. Ici, on essaye d'éviter un consentement qui serait trop général et qui permettrait du coup aux responsables de traitement, de le réutiliser pour justifier des traitements ultérieurs. Hem, à partir du moment où on a plusieurs finalités, la personne doit pouvoir consentir à chacune de ces finalités indépendamment l'une de l'autre. Et du coup, elle doit pouvoir choisir librement pour quelle finalité elle consent. Hem Et là, du coup, j'aurais aimé vous donner, du coup, une autre actualité. C'est enfin, par exemple, enfin, c'est pareil, une sanction de la CNIL, hein, de Apple, qui a été, sanctionnée à hauteur de 8 millions pour ne pas avoir recueilli justement le consentement des utilisateurs français d'iPhone avant de déposer, des identifiants utilisés à des fins publicitaires sur leurs terminaux. Et donc en fait, Lorsqu'un l en l'espèce, lorsqu'un utilisateur, en fait, se rendait sur l'App Store, des identifiants qui poursuivaient plusieurs finalités, dont des finalités de personnalisation des annonces publicitaires, étaient, par défaut, automatiquement, lus sur le terminal et sans le recueil du consentement. Donc là, du coup, la CNIL a sanctionné, Apple à hauteur de 8 millions justement sur cette base-là d'un consentement qui ne remplissait pas un caractère spécifique. On va passer au consentement éclairé. Ici, on est sur, un consentement qui est étroitement lié au principe de transparence et de loyauté, du traitement. Hem,
Pour qu'il soit valide, un consentement, il doit être accompagné d'un certain nombre d'informations communiquées avant que la personne consente. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, exactement. Ces informations, elles doivent être, on dit qu'elles enfin, le RGPD précise qu'elles doivent être délivrées de manière complète, claire et intelligible. Hem Et ça, du coup, on le fait en général dans une notice d'information, afin de requérir le consentement et cette notice, elle doit contenir, plusieurs éléments. Elle doit contenir l'identité du responsable de traitement, la finalité donc de chacune des opérations de traitement pour lequel le consentement est sollicité, hein, indépendamment l'une de l'autre, ça je viens de le dire, les types de données qui sont collectées, l'existence d'un droit de retrait du consentement et selon les cas, le fait que les données soient utilisées dans le cadre de décisions individuelles automatisées ou qu'elles font l'objet d'un transfert vers un pays hors de l'Union européenne. Là encore, donc comme je vous l'ai dit aussi, le RGPD ne précise pas le format qui doit être adopté. Hem, En revanche, il y a une seule exigence, donc qui est celle de la clarté de l'information fournie et le but aussi, c'est en fait de s'adapter au public qui est visé. Hem, Par ailleurs, on admet que, enfin c'est le G29 qui admet que, il est possible qu'on ne fournisse, à la personne les données que les informations, de l'article 13 et on peut renvoyer aussi par ailleurs à une politique de données. Ça c'est aussi quelque chose qui est tout à fait acceptable ou, tout autre document similaire, hein, pour la fourniture juste, des mentions obligatoires. Sur le caractère univoque, hem, le consentement, il doit être donné, par une déclaration, ou tout autre acte, pardon, positif, clair, et aucune ambiguïté ne doit pouvoir, ne peut demeurer. C'est là que c'est un petit peu lourd peut-être pour le responsable de traitement parce qu'il doit se préconstituer des preuves afin de certifier que le consentement a été recueilli. Heu, En l'occurrence, il y a certaines modalités, qui sont pas considérées comme univoques. On va être, sur par exemple les cases précochées ou activées, sur les consentements groupés, lorsque, là ici, lorsqu'un consentement est demandé pour plusieurs traitements distincts et l'inaction. L'absence de réponse, c'est pas un consentement. En exemple de sanction, par exemple, pour les cases précochées, la CNIL, elle avait sanctionné la société Accor, la société d'hôtellerie, pour avoir procédé à la prospection commerciale sans le consentement des personnes, puisque, en l'occurrence, lorsqu'une personne, faisait une réservation directement, auprès du personnel d'un hôtel ou sur le site, du groupe Accor, hem, elle était automatiquement rendue destinataire de pratiques, enfin de pratiques de newsletters, comportant des offres commerciales et la case relative au consentement, elle était précochée par défaut. Ça, c'est pas considéré comme quelque chose qui est univoque et en plus, par ailleurs, la société, elle avait pas précisé que le consentement, c'était une base légale. Donc là, on était un petit peu sur, c'était tout faux. J'ai fait éclairer, OK, univoque, on est bon et là, justement, à ce titre, sur les cases précochées, je voulais vous faire un petit focus sur opt-in, opt-out. Ça, c'est un petit peu important. Hem, pour recueillir le consentement, d'un internaute, client ou prospect, en fait, on a 2 démarches qui sont possibles. On a la collecte opt-out, qui suppose le consentement par défaut, mais qui laisse la possibilité de se désinscrire et qu'elle laisse la collecte opt-in, qui suppose le refus par défaut. Et l'internaute doit avoir donné son consentement par un acte positif d'inscription. Hem, mais maintenant, depuis la directive, de 2002, l'opt-in, c'est la règle. Alors je lis votre question, excusez-moi, je m'arrête 2 minutes pour lire la question, voir si
je peux y répondre maintenant. Heu, recueil du consentement pour un même acte de chirurgie à intervalles différents ayant pour même finalité est-elle obligatoire dans le oui, je pense que oui. Puisqu'en plus là, on va être, sur de la donnée sensible, sur des données de santé donc oui, oui, clairement, à mon avis. Hem, je vous en prie. En ce qui concerne du coup l'opt-in, opt-out, le RGPD, consacre l'opt-in et interdit formellement l'opt-out puisque du coup sinon on n'est pas sur quelque chose d'univoque. Donc en matière de prospection commerciale en particulier, l'opt-in, c'est le principe. Hem et l'opt-out, c'est l'exception. On a toujours des principes et toujours des exceptions, heu, puisque, en matière, B2C, l'opt-out, il est possible lorsque 2 conditions sont remplies. Lorsque la personne concernée, elle est déjà cliente de l'entreprise et que la prospection, elle concerne des produits ou des services que la personne, ou des produits ou services analogues que la personne, elle a déjà acquis. Et la deuxième condition, c'est que la prospection est pas de nature commerciale. Dans ce cas-là, si ces 2 conditions, elles sont requises et qu'on est en B2C, on peut, choisir l'opt-out. Alors, on va passer aux droits spécifiques de la personne concernée. Hem, on a d'abord, bien sûr, le droit au retrait, et en l'occurrence, le RGPD précise que, le droit au retrait, il doit être aussi facile de l'exercer, aussi simple pour la personne, en fait, concernée de retirer son consentement, de la qu'elle l'a donné et faut que ce soit aussi simple et faut que ça puisse être fait à tout moment. Hem, aussi simple et d'une manière équivalente. Par exemple, si le recueil a été fait en ligne, hem, du coup, le retrait de ce consentement, il faut qu'il puisse, être fait également en ligne. Également, le responsable de traitement doit être en mesure, de démontrer à tout moment que la personne a bien consenti dans des conditions valides et ça, on est en accord, avec le principe de d'accountability qui gouverne le RGPD. Je ne sais pas si vous êtes familier avec avec ce principe, mais je veux juste vous expliquer très, très rapidement, ce que c'est parce que c'est quand même hyper important puisqu'en fait, c'est un principe qui gouverne, l'ensemble du RGPD et du coup, qui doit aussi gouverner, heu, l'ensemble en fait de des activités d'un responsable de traitement. L'accountability en fait, il s'agit, de responsabiliser les acteurs, heu en leur en leur fournissant, les outils pour se mettre en conformité et en fait, l'accountability, c'est l'affirmation de la responsabilité de l'entreprise et sa faculté, hein, surtout à démontrer, qu'elle a bien respecté les exigences réglementaires en matière de protection des données. Hem, le responsable de traitement, voilà, il doit toujours être en mesure de démontrer que, que, i qu'il est en conformité continue, avec le RGPD et sur toutes les réglements sur la réglementation applicable, à la protection des données personnelles. En l'occurrence et en l'espèce, pour ce qui lorsqu'on parle de consentement, hem, il ne faut pas seulement que le responsable de traitement soit en mesure de démontrer qu'il y a une procédure qui est applicable et qu'il il y avait bien une procédure de recueil de consentement. Mais il doit, en apporter la preuve. On doit apporter la preuve, enfin le responsable de traitement doit pouvoir apporter la preuve qu'un individu, il a effectivement consenti.
et ça donc on est encore sur une procédure qui peut être, considérée comme un petit peu lourde, hein, puisque du coup, c'est vrai que ça on alors, je m'arrête pour lire la question parce que je voudrais quand même pas rater, les questions si vous en avez. Si le consentement est fait en ligne, la rectification peut-elle se faire par email à une adresse dédiée? Si le consentement est réalisé sur papier, la rectification peut-elle aussi se faire par email ou doit-elle être faite sur papier? Hem, Bah, comme je vous ai dit, ça doit être normalement ça doit être fait dans les mêmes conditions. Mais à partir du moment je pense que, enfin, pour moi, hein, moi je pense que si le consentement est donné en ligne, hem, la rectification, moi je pense que, heu, s j'ai un doute parce que, ça impliquerait pour la personne du coup de devoir envoyer un mail, en disant qu'il ne veut plus, enfin, qu'il retire son consentement. Et comme ça doit être fait dans des conditions, équivalentes, je suis pas sûre, je pense que ce qui est le mieux, c'est ce qui se fait actuellement, en fait. C'est par exemple quand on consent à s'inscrire à une newsletter, hem, on a le petit lien en dessous d'un email qui dit, «Je souhaite me désinscrire», juste en cliquant sur ce bouton. Et quand on a accepté de s'inscrire à une newsletter, c'était, j'ai juste coché une case ou alors, voilà. Donc je pense qu'on est plus là-dessus. Le fait que enfin, si vous demandez de à la personne d'envoyer un email pour se désinscrire, hem, pour retirer le consentement, moi je dirais que oui, parce que je sais qu'il y a certaines associations qui le font. J'ai déjà vu cette pratique-là. Donc je pense que oui, mais je pense que la solution optimale et celle qui respecte plus en fait, hem, les obligations en la matière, ce serait d'avoir ce système de: «J'ai juste à cliquer sur un bouton parce que j'ai juste à cliquer sur un bouton, lorsque j'ai donné mon consentement». Mais on n'est pas sur, alors, ouais, du coup, je vous laisse je vous laisse lire. J'essaie de continuer rapidement parce qu'il nous reste, 2 minutes normalement. Hem, J'essaie de retrouver le fil, on j'en étais à la preuve du coup du consentement. Heu, donc on il y a une documentation qui doit être mise en place par les responsables de traitement pour justement apporter cette preuve, du recueil du consentement. Hem, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le RGPD, il précise pas comment ça doit être fait. Voilà, donc en fait, heu mais on pourrait, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées, voilà, on peut être sur des formulaires types, hein, qui vont être stockés dans une base de données. On peut être, aussi, sur, un appel téléphonique, qui va être enregistré et que vous allez pouvoir également stocker. Hem, il y a plusieurs, en fait, ce sera ce qui sera le plus facile, qui est le plus, qui est le plus facile pour le responsable de traitement, mais qui doit quand même apporter, enfin qui doit quand même on doit avoir cette preuve que la personne a consenti. Donc ça doit être toujours quand même très clair dans le enfin la quelle que soit la forme que vous choisirez, ça doit enfin le consentement doit transparaître au-delà, dans cette preuve. Hem et le consentement, le consentement du coup s'applique, bien sûr, tant que l'activité de traitement, perdure. Hem Et une fois que l'activité, de traitement elle est terminée, la preuve du consentement, elle ne doit pas être conservée et là du coup on en revient un petit peu à votre question de tout à l'heure, Xavier. Hem, Elle ne doit pas être conservée, plus longtemps que c'est strictement nécessaire, pour respecter une obligation légale ou bien sûr, à la
constatation et l'exercice d'une défense et droit en justice. On a toujours bien sûr, ce laps de temps, hein, entre la fin d'un traitement et et du coup la conservation, que ce soit pour les données personnelles, mais du coup là, ça s'applique également au consentement. Hem, je vais finir par, du coup les conditions particulières. Là, on va être sur le cas des mineurs. En France, l'âge retenu, c'est 15 ans. Donc ça veut dire que les enfants de 15 ans ou plus peuvent consentir eux-mêmes, au traitement de leurs données. Mais en dessous, le traitement, il ne sera licite que si le représentant, le représentant légal ou voilà, le titulaire de la responsabilité parentale, à l'égard de l'enfant, a consenti à ce que des données, soient traitées pour le compte de l'enfant. Et puis à titre d'information peut-être pour votre culture, du RGPD, en fait, on dit enfin, quand je dis que qu'en France, l'âge retenu est 15 ans, c'est parce qu'en fait, le RGPD a permis aux États membres, du coup, de moduler cet âge entre 13 et 16 ans. Et je vais finir par le consentement explicite parce qu'on est déjà en retard. Normalement, on aurait déjà fini. Ici, on est sur un cas à part, puisqu'il s'agit de l'exception à l'interdiction de collecter les données. Hem Et dans ce cas-là, on doit disposer d'une déclaration, expresse, et elle suppose une attention toute particulière et la mise en place, de mécanismes, de mécanismes, ce qu'on appelle ad hoc en fait, vraiment, heu, un un parent ou les 2. Heu, un seul, un seul. C'est par exemple, hem, parce que quand il y en a pas 2 en fait, heu s'il y a qu'un parent, on va pas obliger, heu, enfin quand c'est pas possible qu'il y ait 2 parents, un seul, voilà, c'est c'est juste le minimum. Hem, donc sur le consentement explicite, on sera quand, je vous en prie Victor. Hem, on est sur la situation où, il existe, un risque sérieux sur la protection des données, qui nécessite, du coup, un plus haut degré de contrôle de l'individu. Hem, donc c'était pour les données sensibles ou lorsqu'on est sur des données qui vont répondre enfin heu, qui vont être mis dans un processus de décision automatisée. Par exemple, sur un site internet, heu, quand il y a un affichage d'écran de consentement, explicite qui contient des cases à cocher avec, les mentions, oui ou non, c'est OK, mais faut que le texte indique clairement qu'il s'agit là du consentement. Hem Et donc dans ces cas-là, on le ce qui est recommandé quand on est sur un consentement explicite, donc par exemple pour des données sensibles, c'est le recueil, d'une déclaration écrite. Ça, c'est ce qui est préconisé puisque c'est avec signature, lu et approuvé, voilà, c'est ce qui prouve enfin, qui prouve le mieux en fait que la personne a consenti à ces données. Heu, j'en ai fini avec du coup avec le consentement explicite, et du coup notre représentation. Heu, hop, je ne sais pas si, je vous ai mis une petite slide sur Dastra parce que peut-être que certains d'entre vous, ne connaissent pas forcément, ne connaissent pas forcément notre plateforme. Donc voilà, c'est une plateforme, qui permet la mise en conformité RGPD. On est sur, hem, sur une philosophie de voilà, de collaboration et de flexibilité, et on vous permet à travers cette plateforme de répondre à toutes les obligations RGPD, en même temps vraiment que d'améliorer la productivité. C'est, avec Dastra, on essaye de faire en sorte en fait que,
que, le la conformité RGPD, ce soit quelque chose de quotidien, de continu, et que ce soit pas un processus, lourd, incompréhensible, voilà. Enfin, ça doit être quelque chose, qui est, non, non, je suis désolée, on fait pas de dépôt externalisé. On met vraiment juste la plateforme à disposition. Hem Mais après, on a pas mal de formations comme celle-ci, que ce soit sur des points du RGPD ou bien sûr du coup, sur des points spécifiques, à la plateforme également. Heu, donc heu, donc donc voilà. Heu, hop et je vous remercie.